Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un livre qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon de la gauche au peuple. Et pour en parler, j'ai invité son auteur, Alexis Gallès. Salut Alexis. Salut Antoine. Allez, on commence cette vidéo. C'est parti. Alors si j'ai voulu inviter Alexis pour nous parler de ce livre, c'est parce que je viens de le terminer et que ça a été une espèce d'explosion intellectuelle pour moi. Ce livre en réalité c'est une synthèse de ce qu'a écrit Jean-Luc Mélenchon au cours des 10 dernières années, ce qu'il a dit dans des discours, et c'est un peu une synthèse de ce qu'est la pensée qu'il a développée au cours des dernières années. C'est un livre qui se lit facilement, donc bravo pour tes talents d'écriture, parce que ça, c'est, je veux dire, résumer la pensée de Jean-Luc Mélenchon en aussi peu de pages et avec autant de clarté, c'est assez fort. Voilà, et donc j'ai pensé que ça pourrait être cool d'inviter son auteur pour nous en parler. Je vous mets le lien du livre pour le commander dans la description de cette vidéo, et puis je vous mettrai ça en commentaire épinglé. Mais voilà, je trouvais ça cool d'inviter son auteur pour qu'on en parle ensemble. Alors Alexis, déjà merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. De t'être déplacé jusqu'ici. Et la première question que je voulais te poser, c'est comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre? Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre, donc Jean-Luc Mélenchon de la gauche au peuple? Alors ce livre, il a une histoire un peu particulière, c'est qu'il devait sortir pendant la campagne présidentielle de 2017. Okay. Et pour des histoires éditoriales peu intéressantes, que je ne vais pas développer, il n'est pas sorti pendant la campagne présidentielle de 2017. Et l'objectif, il y avait deux objectifs de sortir ce livre pendant cette campagne, c'était d'abord de viser une partie de l'électorat, on va dire. Je suis enseignant de sciences économiques et sociales, et de ce fait, je côtoie un milieu, qu'on va dire, de classe moyenne supérieure, qui pendant la campagne présidentielle de 2017 hésitait fortement entre un vote Hamon, Mélenchon, Macron. Parce qu'il y avait toute une partie du discours médiatique pour faire de Macron l'héritier d'Hollande, et donc qui s'inscrivait dans une histoire de gauche. Donc il y avait toute une hésitation dans ce milieu, et quand j'étais pas le seul, mais quand avec des collègues on faisait plus ou moins la campagne pour Jean-Luc Mélenchon, en tout cas en comparant avec Macron et Hamon, disons que c'était le candidat qui nous paraissait le plus crédible, les remarques qu'on avait souvent, c'était des remarques axées sur sa personne. Sur sa psychologie, sur ses humeurs, sur l'image qu'il renvoyait dans les médias. Et donc, l'idée, c'était de produire un livre qui dise à ce genre de personnes, à cet électorat, bon, vous aimez pas le personnage, très bien. Par contre, derrière le personnage, il y a des idées, il y a un programme, il y a un parcours politique qui a maintenant plus d'une dizaine d'années, qui l'a fait passer, peut-être qu'on y reviendra, de la gauche au peuple. Et ce que vous détestez dans ce que vous appelez le populisme, c'est autre chose que ce que vous vendent les médias, et prenez le temps de regarder ce qu'il propose et comment il a évolué sur ces 10 dernières années. Donc ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'est que si tu prends toutes les biographies politiques de Jean-Luc Mélenchon, eh bien la plupart, voire l'essentiel, sont axés sur, encore une fois, des traits psychologiques. C'est ça. Sur cet exercice qu'adorent faire les journalistes, d'ouvrir la boîte noire, la psychologie des dirigeants politiques. Et donc on apprend des choses aussi passionnantes en lisant des biographies sur Mélenchon, qu'il est colérique, qu'il est gourmand, qu'il est théâtral, ce qui nous dit rien sur son offre politique. Ils oublient souvent de dire qu'il a beaucoup d'humour. Je sais pas pourquoi, parce que... Eh bien tu peux nous le dire, moi je ne le connais pas. Le Mélenchon que je connais a beaucoup d'humour, mais... Bon allez, on rentre. Et merde, ça avance pas. Je reste. Ouais, non, c'est vrai que c'est l'essentiel des biographies qui sortent, c'est des choses qui sont très superficielles et qui ne s'intéressent jamais à la pensée. Faut dire que, à part, peut-être que Jean-Luc est sans doute une exception dans le paysage politique français, qui est quelqu'un qui écrit sur ce qu'il pense et ce qu'il fait. Malheureusement, ça devient une exception, c'est-à-dire que les autres deviennent un peu des espèces de produits marketing. Il faut voter pour ton produit marketing là, et c'est aussi ce qu'on découvre dans le livre. Y compris pour des gens comme moi qui travaillent avec Jean-Luc Mélenchon. Moi, ça va faire 7 ans que je travaille avec Jean-Luc. Ça fait maintenant 10 ans que je milite pour les idées qu'il a portées dès la présidentielle de 2012. Et en lisant le livre, même des gens comme moi qui sont très mobilisés découvrent la cohérence d'ensemble de la pensée. C'est-à-dire, on voit les choses au fur et à mesure qu'on les fait, qu'on réfléchit dessus, etc. Mais là, ce que tu as fait très fort dans le livre, c'est de vraiment réussir à, dans un petit espace littéraire, parce que le livre est assez concis quand même pour ce qu'il résume,
à regrouper tout ça et à montrer comment ça fait bloc. Comment tu as fait pour travailler sur ça? Quelle a été ta méthode de travail pour étudier tout ça? Comment tu as fait pour faire ce truc qui est utile? Comme tu le dis, Jean-Luc Mélenchon s'inscrit dans une longue tradition des leaders des courants progressistes d'être à la fois acteur politique qui intervient et penseur de son temps. Alors penseur, c'est-à-dire qui va produire une analyse de la société dans laquelle il vit. Et donc on a disponible pour une personnalité comme Jean-Luc Mélenchon, des livres, des discours, des notes de blog, des conférences, qui sont un ensemble de matières premières assez importantes. Et donc l'idée, c'était d'organiser le travail en 3 temps. Je me suis fixé un travail en 3 temps. Quelle analyse fournit Mélenchon de nos sociétés? C'est-à-dire que quand il sort de son rôle d'intervenant politique pour la conquête du pouvoir, quand il prend plutôt le rôle d'intellectuel, comment il analyse nos sociétés. Et donc ça, tu le retrouves plutôt dans ses livres et plutôt dans les conférences qu'il fait. Diagnostic un peu, c'est comme ça que tu l'appelles d'ailleurs, je crois. Ouais, le grand premier chapitre, j'appelle analyse. Analyse et donc ça, on le trouve plutôt dans les livres et dans les conférences. Après, Mélenchon propose aussi une doctrine. Après ce qu'a été le socialisme, après ce qu'a été le communisme, ou ce que pourrait être aujourd'hui l'écologie, il va proposer une doctrine qu'il appelle l'écosocialisme, dans sa version la plus sophistiquée, dans sa version la plus populaire, disons, ça s'appellerait l'insoumission. Et cette doctrine, pareil, tu la retrouves plutôt dans les livres et les conférences. Donc après l'analyse, la doctrine, et enfin, en 3e temps que je me suis fixé, c'est quelle est sa stratégie de conquête du pouvoir. Si la stratégie social-démocrate ne marche plus, si la stratégie communiste ne marche plus, il faut une nouvelle stratégie de prise de pouvoir, ce qui sera la révolution citoyenne. Et donc cette stratégie-là, tu la retrouves plutôt dans des discours, dans des notes de blog. Donc j'ai essayé de diviser le travail comme ça. D'accord. Et comment... alors moi, un des trucs qui m'ont le plus fasciné, c'est que tu arrives à la fois utiliser... En gros, Jean-Luc a essayé dernièrement de résumer à la fois les diagnostics et la doctrine, la pensée dans ce qu'il appelle l'ère du peuple. En fait, il a résumé dernièrement ce qu'il avait pensé dans ce livre, donc l'ère du peuple, qu'il faut par ailleurs lire si vous voulez comprendre ce que fait Jean-Luc Mélenchon d'un point de vue stratégique et d'un point de vue politique. Mais tu regroupes aussi des textes qui datent d'avant, qui sont des textes d'analyse de l'échec de la social-démocratie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce moment-là, de comment il passe de cette idée-là à complètement autre chose qui est la stratégie de l'ère du peuple et la pensée qui développe dans l'ère du peuple? Je pense que le passage de Jean-Luc Mélenchon de la gauche au peuple, il se passe en... C'est le titre du livre, le roi de la punchline. Il se passe en 2 temps. D'abord en analysant effectivement l'échec de la social-démocratie européenne, à laquelle il a appartenu pendant quasiment 30 ans. Donc l'échec de la social-démocratie, qu'il analyse très précisément dans un livre qui s'appelle Enquête de gauche, qu'il produit à la suite de l'échec à la présidentielle de Royal contre Sarkozy en 2007. Et il fait un tour d'Europe des politiques qui sont menées par ce courant particulier de la social-démocratie qui va prendre le pas sur la social-démocratie traditionnelle, qui est la 3e voie, qu'incarne aujourd'hui Macron. Et donc, il analyse ça précisément. Et puis, il y a la rencontre affective, politique, intellectuelle avec les révolutions citoyennes d'Amérique latine. Ouais. Donc, à la fois la social-démocratie qui s'effondre et ces révolutions citoyennes qui émergent en Amérique latine. Et là, je pense qu'il tire les matériaux politiques pour essayer, évidemment, qui prennent le pouvoir en plus. Et qui prennent le pouvoir, de ne pas en faire un modèle, mais d'en faire au moins des expériences politiques qu'on peut traduire. Ça, c'est important. Le travail de Jean-Luc Mélenchon, ça a été de traduire ces expériences politiques latino-américaines à la situation européenne. J'ai bugué. Il faut que je rajoute quelque chose, je sais pas. J'ai bugué, je voulais te demander un truc et puis pouf, c'est parti. Ça a coupé le temps que je retrouve ma question. Je voulais te poser une question parce que justement dans ces moments populistes qui ont lieu en Amérique latine et qui mènent à des révolutions citoyennes, le moment populiste en Amérique latine il est aussi caractérisé par l'émergence d'un leader. Et c'est ce qu'on nous reproche aussi beaucoup en France, c'est la place un peu centrale du leader, alors même que les idées qui sont proposées sont des idées qui, dans tous les cas, c'est-à-dire que c'est vrai pour l'Amérique latine comme pour ce qu'on a proposé en France, les propositions sont des propositions qui visent à augmenter la démocratie, à augmenter le pouvoir populaire.
Et quand on a une vision un peu superficielle, médiatique, on peut penser qu'il y a une espèce de choc qui se passe, de tension entre d'un côté le rôle donc de ce leader et les propositions démocratiques qui sont à l'intérieur. Justement, ce que tu montres bien dans le livre, mais je ne veux pas trop en dire pour te laisser en parler, c'est que le leader, en gros, a un rôle démocratique. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce point-là ? Parce que ça, pour le coup, c'est presque quelque chose que tu ajoutes dans l'analyse que tu tires toi-même de ce qu'a fait Jean-Luc Enfin, c'est pas juste de la synthèse, c'est aussi de l'analyse que tu rajoutes, quoi. Je pense que effectivement, on se heurte à un sens commun très ancré à gauche, qui fait, comme tu l'as dit, des termes de démocratie et de leader des antithèses, des oppositions irréductibles, et que si tu veux avoir un mouvement démocratique ou si tu veux avoir une pratique politique démocratique, il faut qu'elle se passe de leader. Je pense que c'est une vision erronée de la politique, pour plusieurs raisons. D'abord, est-ce que quelqu'un est capable de me dire, ou de nous dire, quels sont les effets politiques concrets que suscite Jean-Luc Mélenchon chez ses adhérents ou chez ses sympathisants? Est-ce qu'il y a une étude là-dessus? Est-ce qu'on est capable de dire que l'effet politique que suscite Jean-Luc Mélenchon, c'est une adulation du leader? Il n'y a aucune étude sérieuse faite sur ça. Et la seule étude sérieuse qui a été faite sur le rôle d'un leader dans des moments populistes ou des stratégies populistes, c'est un sociologue qui s'appelle Federico Tarragoni, qui a analysé le Venezuela d'Hugo Chavez. Et il montre par des entretiens avec des classes populaires des périphéries de Caracas, des soutiens aux chavistes, quel est l'effet d'une personnalité forte, charismatique comme Chavez. Je ne fais pas de parallèle entre Chavez et Mélenchon, c'est uniquement pour montrer quel est le rôle du personnage. Montrer quel est le rôle d'un leader dans une stratégie politique populiste. Et il montre que les conséquences concrètes du fait qu'il y a un leader fort, charismatique, où les gens crient son nom, les gens répètent ses discours, etc., ce n'est pas du tout une apathie collective ou le fait que le peuple serait complètement dépendant de son leader, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que le leader, en mettant en récit et en mots, dans une conjoncture politique précise, que tu as appelé les moments populistes, où les anciennes latéralisations ne marchent plus, où les discours de toute une gauche radicale ou d'une extrême gauche sont ressentis comme déconnectés par la population. Un leader qui va tenir des discours, qui va mettre en valeur le quotidien des classes populaires, qui va redonner du sens à des demandes de justice, à des indignations que chacun faisait chez lui tout seul, au travail où il se faisait réprimander par le patron, dans l'administration, par la direction, etc. Il va redonner du sens à tout ça et va se répartir dans la société, très profondément, des capacités d'action politique, des capacités de revendication. Et ce qui s'est passé, ce que montre cette étude de Federico Tarragoni au Venezuela, c'est que les classes populaires au Venezuela se sont organisés à la base sur le mode de la démocratie directe grâce au discours et à la personne de Chavez qui mettait en valeur leurs pratiques et qui disait organisez-vous. Ce que tu dis, c'est un des rôles du tribun, c'est de mettre en mots ce que la pensée qu'elle attend, ce que tu disais tout à l'heure. C'est sans doute une des grandes forces. Et il y a un autre point aussi qui est, là encore, j'aime bien parce qu'on rentre dans les trucs qui sont un peu polémiques, un peu voilà. Oui, Christophe Barbier. Oui. Alors, dites-nous la vérité. Non mais on rentre dans les sujets qui sont sans doute ceux sur lesquels peut-être les médias traditionnels sont ceux qui sont les plus critiques parce qu'ils résument toujours tout à effectivement une personne sans en analyser la pensée qui l'accompagne. Et un des points qui est aussi intéressant, c'est l'analyse des passions en politique. C'est ce que tu expliques dans le livre, et tu fais référence par ailleurs à d'autres auteurs qui ont aussi traité ces questions. Il y a tout un pan de, on va dire, la gauche traditionnelle qui refuse l'intervention des passions en politique, y compris qui refuse des symboles comme le drapeau national, comme la Marseillaise, comme des symboles auxquels les gens sont attachés, qui pourtant sont des fédérateurs populaires et de même, le rôle des passions au sens large, c'est-à-dire des passions comme l'amour, le rire, l'humour, toutes ces choses-là sont absentes de la pensée politique d'une certaine partie de la gauche. Là, ce que tu expliques, c'est que c'est exactement l'inverse, et en particulier tu parles du rôle de l'humour aussi dans le livre, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que le recours aux passions est
présenté de manière positive comme un moyen de faire retenir les idées. Exactement, la pratique politique de Jean-Luc Mélenchon utilise les passions. J'ai envie de dire, tous les acteurs politiques utilisent des passions. On en retient certains Parce qu'il y en a qui l'assument. Parce qu'il y en a qui l'assument et il y en a qui le font avec des passions qui sont très dommageables pour les classes dominantes. Quand vous utilisez l'affect, on va dire que l'affect ou la passion qu'utilise beaucoup Jean-Luc Mélenchon, c'est l'affect d'indignation. C'est-à-dire qu'il va mettre en récit des situations, au lieu de faire des discours d'une demi-heure sur ce qu'est le néolibéralisme comme théorie économique et politique, il va faire des discours de mise en récit où il va mettre en miroir des situations de vie qui suscitent l'indignation, comme ce discours qu'il fait à Tourcoing pendant la campagne présidentielle de 2000. On parle beaucoup dans le livre de ce discours de Tourcoing. Ouais, parce qu'il est, il me semble être, il est spécial dans le sens où il reprend plein de points de ce qu'on peut appeler la stratégie populiste. Donc c'est pour ça que j'en parle. Et du coup, dans ce discours, il va mettre, il va parler de cette caissière d'Auchan qui s'est fait licencier pour avoir piqué 30 centimes dans la caisse, et en même temps Christine Lagarde qui, sur l'affaire Tapie, nous a fait perdre 300 millions d'euros publics et qui n'a même pas une réprimande. Donc en mettant en récit comme ça des turpitudes des puissants et la vie quotidienne du peuple, des gens honnêtes, eh bien, vous allez susciter un affect d'indignation. Alors, il y a toute une partie de la gauche qui va vous dire, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Faut pas susciter des affects d'indignation. Les gens vont dire, ah, Christine Lagarde, allez la chercher avec des pics. Il faut montrer que c'est le système qui a des contradictions et c'est le système auquel, très bien. Ok, il y a des livres qui font ça, il y a des conférences qui font ça. Le rôle du tribun politique, c'est de mettre en récit ces indignations pour qu'après, c'est une porte d'entrée vers une critique plus systémique, plus globale d'un système. C'est ça. C'est vraiment c'est ce qu'on disait, quoi, l'utilisation de sentiments qui sont en surface, qui sont facilement atteignables, parce que, je veux dire, pour faire réfléchir quelqu'un sur, je sais pas moi, la plus-value marxiste, tu vois, ok, c'est très intéressant et tout, mais il faut un certain niveau de suivi des thèses marxistes pour pouvoir adhérer à ça. Par contre, le fait de s'indigner parce que, je sais pas moi, nos vieux crèvent à les pattes, tu vois, c'est des trucs qui parlent aux sentiments des gens, parce que c'est des gens auxquels ils sont liés. Donc tu comprends à la fois la souffrance des personnes qui sont les membres de ta famille, les personnes qui sont dans l'EHPAD, etc. Et c'est vrai que l'utilisation des situations individuelles pour faire comprendre des situations collectives, ça fait partie beaucoup de ce que fait Jean-Luc et de ce que tu mets en avant dans ce livre. Alors, que vous dire d'autre sur ce livre, si ce n'est que je pense que c'est un must. C'est-à-dire que si vous êtes un insoumis ou une insoumise, il me semble qu'il est important que vous le lisiez, parce qu'il apporte vraiment une synthèse très globale de ce que raconte Jean-Luc Mélenchon, et aussi, il remet les idées bien d'aplomb sur ce qu'est l'insoumission, sur les raisons pour lesquelles on a fait la campagne de 2017, et sur aussi ce qu'on peut faire dans l'avenir. Il a un autre avantage, c'est qu'il est, je l'ai dit, très sympa à lire, qu'il se dévore en fait. Donc c'est jamais désagréable de lire un livre qui est comme ça. Et je pense que, y compris, je le conseille pour des insoumises et des insoumis, mais je pense y compris que des gens qui s'intéressent à la politique, qui sont pas forcément de la France insoumise, qui sont pas forcément, même peut-être qui sont pas forcément de gauche, ont un intérêt à lire ce livre s'ils s'intéressent à la politique, au moins ne serait-ce que pour ne pas raconter n'importe quoi sur ce que racontent les insoumis et ce que raconte Jean-Luc Mélenchon, et pour savoir vraiment ce qui est le fond de notre pensée. Voilà, bah écoute Alexis, je pense qu'on a fait le tour, on peut que recommander aux gens de l'acheter. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou pas ? Achetez-le. Non, c'est... Il m'a dit tout à l'heure, je disais cool, je vais faire vendre des livres, tu vas pouvoir gagner un peu de sous, etc. Il me dit mais non, il n'y a même pas de droit d'auteur, c'est la catastrophe. Enfin, il n'a pas dit que c'était la catastrophe. C'est pour un éditeur militant qui est Bruno Le Prince, et je le remercie d'avoir... Enfin, les maisons d'édition Bruno Le Prince, je remercie pour l'avoir édité. J'ai pas d'action non plus malheureusement dans ce livre, parce que je pense qu'on vous a donné envie de le lire. J'espère en tout cas qu'on vous a donné envie de le lire.
Comme toujours, comme la dernière fois, disons que j'avais fait en tout cas ce type de vidéo avec quelqu'un pour parler d'un livre, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez le commander et l'acheter si vous voulez. À mon avis, faites assez vite parce que je crois qu'il en reste 340 exemplaires. Donc traînez pas trop sur les commandes. Et puis voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si vous a vraiment plu, je vous invite aussi à mettre un pouce bleu et à vous abonner en n'oubliant pas de cliquer la petite cloche pour recevoir des notifications. Et puis, écoutez, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut Alexis. Salut Antoine. Salut tout le monde. T'es bien parti. Hey. Salut tout le monde. Bon, ça sera dans les scènes coupées. Allez, on commence sans plus attendre. Générique. Tu veux refaire? Ouais. Générique. Mais tête de con. Toi, tu fais une tête hyper sérieuse. Non, je souris. Tu veux que je vais pas le montrer avec les doigts, c'est moi qui l'ai écrit, c'est ridicule. Qui l'a mené à... Putain, la vache, t'es pas chaud là. Qui l'a mené à faire des trucs. à prendre une barque et à traverser l'Atlantique. Alors, Attends, je rigole, je suis en train de rigoler. C'est bon, c'est bon. c'est-à-dire que si je peux vraiment vous le recommander, je le fais. Non, ça va rien dire. Pardon, c'est moi qui ai rigolé. C'est moi qui ai rigolé. Crevé, quoi. Alors que t'allais bien enchaîner, j'ai rigolé, je t'ai tout coupé.